Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La phase 3 du PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences qui entre bientôt dans sa phase active. 4000 jeunes Ivoiriens vont en bénéficier et 600 jeunes pour ce qui concerne la région du Haut-Sassandra. Annonce faite par le ministre de l'Emploi Jeune, Touré Mamadou, président du conseil régional du Haut-Sassandra. On en parle en début de journal. Lutte contre la fraude. Hier samedi, une opération menée par des agents de la brigade de contrôle rapide, la BCR, a conduit à la saisie d'environ 2700 sacs de lait à périmés dans la commune de Koumassi de la marchandise importée qui était stockée dans un entrepôt. On en parle également dans cette édition. Dans l'actualité internationale, au Maroc, la police a procédé à la saisie de plus d'1,3 tonnes de cocaïne à Casablanca. La drogue était dissimulée dans des palettes de poissons congelés dans une cargaison qui venait d'Amérique du Sud en ayant transité par l'Espagne. Voilà pour l'essentiel. Oui, madame, monsieur, bonjour. Suspense, attente et supputation, voici les maîtres mots qui ont conduit émotion et discussion entre amis, en famille et sur la toile dès l'annonce de la dissolution du gouvernement à Patrick Hachi la semaine dernière. Ceci ouvrant un boulevard au jeu des pronostics avec certaines analyses qui ont au finish manqué leur but. Les événements se sont ensuite enchaînés. Nomination de Robert Begré-Mambé, anciennement ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan au poste de Premier ministre. La formation du nouveau gouvernement qui connaîtra son premier conseil de ministre le lendemain. Un gouvernement composé de 30 ministres, 2 ministres délégués avec notre invité de ce dimanche, le professeur Simplice Yodé Dion, philosophe, donc analyste politique. Nous essaierons de passer à la loupe ce nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Robert Begré-Mambé dans le cadre du Dimanche Magazine. Professeur Dion, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors professeur, notre entretien aura lieu dans une demi-heure, mais avant ce passage en revue du nouveau commando qui donc aura pour mission de conduire les grands projets de la Côte d'Ivoire. Regardons ensemble à ces perspectives qui s'annoncent plutôt bonnes pour les jeunes de la région du Haut-Sassandra. 600 parmi eux bénéficieront de la phase 3 du PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences. Le ministre de l'Emploi Jeune et de l'Insertion Professionnelle, président du conseil régional du Haut-Sassandra, a passé l'information au cours de la première session ordinaire de ce conseil. À l'échelle nationale, 6000 jeunes sont concernés par cette troisième phase du PGDEC. Eugène Atoubé nous en dit plus. Au centre culturel de Daloa, la mobilisation des associations de jeunesse, un mouvement de femmes, chefs de communauté, autorités administratives et traditionnelles était à la mesure de l'intérêt que portent les populations de la région du Haut-Sassandra à leur instrument de développement, le conseil régional, ainsi que des bénéfices qu'ils espèrent en tirer en termes de progrès et de bien-être. Les jeunes spécialement voient leurs attentes comblées. Ils sont invités à s'inscrire aux diverses offres d'insertion socio-économique dans le cadre du PGDEC en sa phase 3, voie d'accès à leur autonomisation et réalisation sociale. Les offres qui sont faites sont les activités génératrices de revenus et les micro et petites entreprises. Il y a une deuxième composante qu'on appelle les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il y a la troisième composante qui est celle des TIMO. Cette fois-ci, ce sont les TIMO Plus. Nous leur enseignons des modules sur la vie courante, la vie associative. Les jeunes, ce sont nos enfants. Mais en aidant les jeunes, qu'on n'oublie pas les femmes. Les jeunes, certes, mais les femmes aussi. Les femmes du Haut-Sassandra fondent beaucoup d'espoir dans la nouvelle équipe régionale que dirige le ministre Touré Mamadou en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour sa première rencontre avec les populations, les propos du nouveau président de cette région ont fait tache d'huile. D'abord, sa disposition à fédérer toutes les énergies sans exclusive pour l'intérêt de la région. Ensuite, le respect des engagements pris pour les questions d'insertion socio-économique des jeunes et leur autonomisation vont trouver enfin une solution dans la phase 3 du PGDEC. De 2 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement, 200 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Jeunesse à la région du Haut-Sassandra, plus de 4600 jeunes qui seront donc bénéficiaires de différents programmes. Et j'ai instruit donc mes collaborateurs à l'effet de mettre en place des équipes pour aller dans les sous-préfectures, informer les populations avant la mise en œuvre effective donc, de ce projet dans les prochains jours. Nous comptons porter une dynamique nouvelle dans la manière de gérer le conseil régional, c'est-à-dire de façon transparente et de façon participative pour que chaque population se sente impliquée. Outre les questions d'autonomisation et de relèvement économique des jeunes et des femmes, le président du conseil régional du Haut-Sassandra s'engage avec toute son équipe à mettre un point d'honneur
sur toutes les questions touchant au développement local et au progrès des populations. Son ambition, une région qui avance, soutenue par un budget modificatif estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Et du côté de la région de la Bagoué, le conseil régional, avec à sa tête le ministre Bruno Nabagné-Koné, a lui aussi tenu réunion. Le projet du programme triennal 2024, 2025, 2026 a été adopté pour un budget prévisionnel de près de 9 milliards de francs CFA. Le nouveau président du conseil régional, Bruno Nabagné-Koné, s'est engagé à accélérer le développement de la région afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Charles Tatou. L'administration étant la continuité, la nouvelle équipe du conseil régional de la Bagoué vient de boucler les réunions du conseil au titre de l'année 2023 avec la 4e session ordinaire dont les travaux ont permis aux conseillers régionaux de plancher sur le projet de programme triennal 2024, 2025, 2026. Ce programme triennal enregistre 17 actions et 56 opérations en termes de développement en faveur de la région. Le coût global des opérations du programme triennal s'élève à près de 9 milliards de francs CFA, dont plus d'1 milliard de francs CFA affectés au secteur de la santé. Pour le nouveau président du conseil régional de la Bagoué, la santé est la première priorité des opérations, non sans oublier la question de l'autonomisation des femmes. Comme vous le savez, les besoins sont très importants dans notre région, dans tous les secteurs. Dans l'éducation, dans la santé, dans les routes. Et notre ambition est très forte pour la région de la Bagoué. Pour réussir cette ambition, nous avons besoin de moyens. Nous saluons bien évidemment les ressources qui sont mises à disposition par l'État. Mais notre objectif, ce sera de rechercher des ressources additionnelles. Ce sera de mettre à contribution les cadres de la région, les populations, pour que chacun, avec ses capacités, puisse contribuer à l'effort général qui va être fait pour développer notre région et pour améliorer les conditions de vie des populations. Les travaux de la 4e session ordinaire du conseil régional se sont achevés dans la joie avec un don d'attributs de chefs notables ce nouveau fait au nouveau président du conseil régional de la Bagoué. Et puis, madame, monsieur, le mois d'octobre, vous le savez, dédié à la lutte contre le cancer chez la femme. Regards et accents particuliers sont portés sur cette cause au cours de ce mois. Et l'opération s'étend à toute la Côte d'Ivoire sous la supervision du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle à travers le Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie Alassane Ouattara. Un dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus a été organisé à Combe, dans la région du Tchologo. L'hôpital général de la ville porte d'ailleurs les couleurs du mois d'octobre rose. Kader Sogodoko. Hôpital général de Kong. Octobre rose dédié à la lutte contre le cancer chez la femme y prend tout son sens. À la demande du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara s'y est déployé. Objectif, dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Monsieur le ministre Pierre Demba nous a instruit, nous les acteurs du CNRAO, de venir hors d'Abidjan également passer le message selon lequel le cancer du sein n'est plus une maladie fatale. Il faut se faire dépister, on peut en guérir aujourd'hui et cette maladie se traite entièrement en Côte d'Ivoire. Une activité qui vient à point nommé pour l'aire sanitaire de Congo. Le cancer du col de l'utérus et du sein constitue un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire et aussi particulièrement à Congo. Donc recevoir cette équipe venue nous donner un coup de main dans le dépistage avec tout l'équipement moderne, venir nous aider, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous. Le maire de la commune apprécie à sa juste valeur cette opportunité offerte à ces populations. Nos populations ont besoin que les maux qu'ils véhiculent soient détectés à temps et avec efficacité. Et cette opération d'envergure permettra de soulager beaucoup de nos femmes aujourd'hui dans les jours à venir. Donc je voudrais en tout cas exprimer toute la gratitude de la population de Congo, du conseil municipal, mais de tout le Tchologo à l'endroit du ministère de la Santé. Le cancer du sein reste le premier cas de cancer en Côte d'Ivoire avec 3306 nouveaux cas chaque année. Celui du col de l'utérus suit avec 2400 nouveaux cas.
Depuis l'ouverture du Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, la tendance est à la baisse grâce aux efforts des professionnels qui y exercent. Après Kong, l'équipe déposera ses bagages en plein cœur de la région du Poro, Korogo. Reportage de Kader Sogodogo, des mots prononcés avec difficulté, une articulation qui peine à s'aligner, une répétition de sons qui laisse clairement entrevoir un trouble de la parole. Voici quelques définitions que l'on pourrait donner au bégaiement, un trouble de la parole dont on peut se défaire avec une bonne dose de rééducation. Et c'est ce message que veut porter la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues à la faveur de cette journée du 22 octobre, journée mondiale du bégaiement. Reportage. Le bégaiement est un trouble de la communication atteignant l'affluence qui se caractérise par la répétition de syllabes, l'hésitation ou l'interruption de la parole. Il apparaît le plus souvent dans la petite enfance entre 2 et 5 ans. Selon l'ONU, environ 1% de la population est concernée par le bégaiement dans le monde. Face à cela, la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire, en abrégé FENOPSI, sensibilise les personnes atteintes à mieux connaître ce trouble. Pour le président du FENOPSI, les attentes sont énormes. Nous souhaiterons que la prise en charge soit précoce parce que les études ont montré que sur 10 enfants bègues qui vont à l'école, 7 abandonnent l'école, seuls 3 arrivent à terme parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne supportent pas le poids psychologique du bégaiement et les railleries des autres. Et cela occasionne beaucoup de pertes au niveau éducatif. Pour aider ces personnes atteintes de ce trouble, plusieurs thérapies sont proposées pour rééduquer un enfant ou une personne bègue. L'enfant qui vient nous voir, qui est notre patient, est également un élève. Donc on va avoir des échanges avec l'école de l'enfant, donc principalement le maître, pour justement mettre en place des stratégies pour permettre à l'enfant de pouvoir participer pleinement à son apprentissage scolaire. Dans le monde entier, ce sont au total plus de 70 millions de personnes atteintes de bégaiement. Et cette année, le thème retenu est « Tous différents, chacun son chemin ». Un reportage de Christ Diomandé commenté pour vous par Abou Sanogo, direction la commune de Port-Boué, où s'est tenue la 2e édition du Forum Santé et Mieux-être au Travail. Ce forum qui a réuni les acteurs de la santé se présente comme un rendez-vous annuel de promotion du mieux-être au travail, en plus des activités professionnelles de sécurité et de santé au travail déjà existantes. Une entreprise efficace et performante, d'accord, mais elle doit également se soucier de la santé des travailleurs. Reportage à Midi Rassouba, Jean-Marc Djadji. Pierre Magne est le nouveau maire d'Assini Mafia. Ce matin, il dirige la première réunion du conseil municipal. Une session qui se tient après son élection au soir du 2 septembre 2023. Durant 3 heures, les grands axes de développement sont dévoilés. Les problématiques liées à l'éducation, la santé, le bitumage, l'autonomisation des femmes, le tourisme et la pêche sont passés au peigne fin. Le règlement intérieur pour la mandature 2023-2028 a même été adopté par la majorité. J'ai proposé aux populations une vision avec 2 axes importants. Le premier, c'est de moderniser le village, mais de le garder dans ses traditions et dans ses coutumes. Et l'autre axe, c'est de faire de la côte maritime que nous avons, qui est une côte unique, en tout cas dans notre sous-région, de faire de là-bas un site touristique prioritaire protégé, comme le président Oufouet le souhaitait. Voilà ce qu'on a proposé et les populations ont adhéré à ça. Nous avons beaucoup de projets pour la modernisation du village et en même temps pour valoriser notre culture et nos traditions. Le secrétaire général de la préfecture a invité le nouveau maire à s'impliquer davantage dans le processus de développement de cette localité dans la région du Sud Comoé. Chez nous, on dit que on s'assoit sur l'ancienne natte pour tisser la nouvelle natte. Je voudrais faire cette image-là pour souhaiter que M. Pierre Magne, le nouveau maire, continue les grands chantiers qui ont été lancés, au besoin même de les améliorer. L'arrivée du maire Pierre Magne sonne comme un nouveau départ pour le progrès de la commune balnéaire d'Assini Mafia.
L'élément annoncé, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, assurément. On continue de parler de santé. L'accident vasculaire cérébral ou encore AVC entraîne 5 millions de décès par an à travers le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Environ 15 000 cas sont enregistrés annuellement. Les initiatives se multiplient donc pour faire barrage à cette pathologie. En prélude à la célébration des Journées nationales de lutte contre l'AVC, l'ONG AVC Espoir a initié hier samedi 21 octobre une marche sportive et une séance de sensibilisation sur les facteurs de risque de l'AVC. Les Journées nationales de lutte contre l'AVC s'ouvre le 28 octobre prochain. Khalid Diomandé. Plus de 200 personnes vont debout contre l'AVC, accident vasculaire cérébral, à travers cette marche sportive dans les rues de Cocody. Ces hommes et femmes tiennent tous à se mettre à l'abri de l'AVC. Regardez à notre âge, il faut vraiment se protéger contre l'accident vasculaire cérébral. Nous invitons tout le monde à adopter cette attitude, à bouger, à faire du sport. L'un des facteurs de risque de l'AVC, c'est la sédentarité. La sédentarité, mais aussi les maladies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque de l'AVC. Voilà. Après, il y a le diabète, il y a le tabac, la prise de tabac, la prise d'alcool. L'obésité aussi, c'est un facteur de risque d'AVC. Depuis 2018, l'ONG AVC Espoir s'est donné pour mission de freiner la propagation de l'AVC. La pathologie fait déjà énormément de dégâts en Côte d'Ivoire, avec environ 15 000 cas chaque année. Cette marche sportive est un pan des activités de la 4e journée nationale de lutte contre l'AVC. Donc après cette étape de la marche, nous vous donnons rendez-vous pour la journée institutionnelle. Donc à cette occasion, nous allons offrir des bons de prise en charge des séances de rééducation à une centaine de malades. Mon combat, c'est d'éviter que d'autres personnes viennent grossir nos rangs. La cérémonie institutionnelle de la Journée nationale de lutte contre l'AVC se tiendra le 28 octobre prochain à l'INSP d'Adjamé autour du thème « Prise en charge de l'AVC en Côte d'Ivoire, défis et perspectives ». Oui, faire du sport, c'est prendre soin de sa santé. On continue de parler de santé dans cette édition et surtout du mois d'Octobre Rose. Direction cette fois à Lakota, où une coopérative porte l'étendard de la sensibilisation auprès des femmes productrices de vivriers. Elles ont été sensibilisées donc sur les dangers du cancer du sein. Le message a été véhiculé au cours d'une journée de dépistage. Patricia Omoitia. Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein. La coopérative agricole Kounyama de Grogoua, dans le département de Lakota, n'est pas restée en marge dans la lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein, il est réel et il faut aussi prendre tôt pour pouvoir y échapper. Je pense que nous avons parlé des gestes essentiels, c'est l'autopalpation. Et à la sortie de cette sensibilisation, ce que nous pouvons dire à toutes les femmes de cette région et de toutes celles de la Côte d'Ivoire, c'est de faire leur autopalpation. Pas seulement pour le mois d'octobre, mais de le faire au moins une fois par mois. Et si elles ressentent une douleur ou qu'elles ont une sensation particulière qu'elles n'ont pas habituellement, de se rendre dans le centre de santé le plus proche. Les membres de la coopérative et les producteurs ont jugé important de sensibiliser et d'organiser des séances de dépistage. Avant, on ne savait pas que s'il y a une boule dans le sein, on doit aller voir la sage-femme. Mais ce matin, le docteur nous a dit qu'on n'a qu'à se mettre devant notre miroir pour appuyer les seins pour voir. S'il y a une boule dans nos seins, on n'a qu'à aller chez la sage-femme pour lui montrer. Une initiative très appréciée par les populations. Occasion pour le personnel médical du district sanitaire de Lakota de lancer un appel à toutes les femmes. Les femmes doivent déjà savoir quels sont les signes. Donc pour cela, il faut qu'elles partent à l'hôpital. Elles doivent suivre les sensibilisations de masse que nous faisons. Parce qu'il y a des femmes, quand on les appelle à des sensibilisations, elles ne viennent pas. Elles trouvent que c'est inutile. Pourtant, ce n'est pas ça. Quand tu n'as pas l'information, ça peut te tuer. Une maladie bénigne va te tuer. Quand tu as l'information, au moins tu sais déjà ce qu'il faut faire. Donc si toutes les femmes adhèrent, on va voir que d'ici quelques années, on n'aura même plus de femmes au stade cancer. Octobre Rose est un moment de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein.
Et deuxième titre de ce journal, lutte contre la fraude. Hier samedi 21 octobre 2023, une opération menée par les agents de la brigade de contrôle rapide, la BCR, a conduit à la saisie d'environ 2700 sacs de lait périmés dans la commune de Komassi, de la marchandise importée qui était stockée dans un entrepôt. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur le propriétaire de l'entrepôt qui semble avoir pris la clé des champs. Juliette Ouéa. Environ 2700 sacs de lait en poudre périmé de 25 kg découverts dans cet entrepôt de la commune de Komassi, au quartier Remblai. Dont un montant global de 141 millions. Saisie effectuée par des agents de la brigade de contrôle rapide, la BCR, appuyée par des éléments de la gendarmerie nationale après un appel anonyme. C'est ça que vous voyez juste derrière moi. On fait l'objet d'abord des falsifications parce que les dates sont passées depuis le 20 juillet 2023. Donc ces dates ont été couvertes par des étiquettes et ils ont mis de nouvelles dates qui courent jusqu'au 2 février 2024. Donc à travers cette manœuvre-là, ils ont réussi à tromper la vigilance et de certains opérateurs économiques ainsi que des consommateurs. Ces denrées prohibées appartiendraient à un opérateur économique qui est actuellement en voyage. Si l'enquête menée par la brigade de contrôle rapide est concluante, ce dernier risque des sanctions graves. Les fautifs d'abord encourent une peine privative de liberté, de toute façon, qui court de 2 mois à 2 ans de prison. Mais également, ils peuvent également payer une amende qui oscille entre 100 000 et 100 millions de francs CFA. Les sacs de lait en poudre périmés saisis par la brigade de contrôle rapide seront incinérés dans les prochains jours. Troisième et dernier titre de ce journal, hors de nos frontières au Maroc, la police a procédé à la saisie de plus d'1,3 tonnes de cocaïne à Casablanca. Une saisie record effectuée grâce à une alerte donnée par des propriétaires d'unités de distribution de poissons qui ont découvert les paquets suspects dans leur cargaison. La drogue était dissimulée dans des palettes de poissons congelés dans une cargaison qui venait d'Amérique du Sud en ayant transité par l'Espagne. Aussitôt, les services de police ont coordonné des perquisitions dans plusieurs commerces et entrepôts, ce qui a permis cette saisie record. Retour en Côte d'Ivoire où 500 enfants issus de familles démunies de la commune de Saint-Fra ont reçu des kits scolaires pour une meilleure rentrée des classes. Une rentrée de kits scolaires, une remise de kits scolaires initiée par l'association des femmes battantes de Saint-Fra, soutenue par le président du conseil régional de la Maraoué, Zorobi Epifane. Cette action sociale a été marquée par un panel sur le thème suivant « Comment se relever après un échec à un examen scolaire ?» Soro Corona. Le président du conseil régional de la Maraoué, Zorobi Epifane, les autorités administratives et les cadres remettent des kits scolaires. Des kits destinés à 500 enfants de familles démunies de la commune de Saint-Fra. Une action sociale de l'association des femmes battantes de Saint-Fra, soutenue par Zorobi Epifane. Les familles bénéficiaires sont reconnaissantes à l'association et au président du conseil régional de la Maraoué. Merci à l'association, merci au groupe femmes battantes de Saint-Fra de venir nous aider à soutenir nos enfants pour aller à l'école. Cette cérémonie de remise des kits scolaires est ponctuée par un panel sur le thème « Comment se relever après un échec à un examen scolaire ». Un thème pour encourager les élèves qui ont connu un échec et exhorter les parents à soutenir leurs enfants dans toutes les épreuves. Nous ne devons pas nous résigner face aux échecs, aux examens scolaires de nos enfants. Bien au contraire, nous devons nous résoudre à trouver des voies et moyens pour y remédier. On peut échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, à la fin être à l'arrivée. C'est ce qui est le plus important. Partant de sa propre expérience, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance invite élèves et parents à la résilience et à la persévérance dans la vie. En 2018, on a fait les élections régionales. On va dire que ça n'a pas marché. Je dis ça n'a pas marché. Mais tant qu'on vit, il y a toujours une autre occasion. Je ne vais pas lâcher. L'une des clés du succès, ça s'appelle la persévérance. Ça s'appelle la résilience. Il ne faut jamais baisser les bras. La cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves issus des familles vulnérables par l'association des femmes battantes de Saint-Fra est à sa 2e édition.
Toujours au chapitre éducation de cette édition, les bacheliers session 2023 du Collège moderne de Doropo viennent d'être primés. Une action initiée par Abdoulaye Lamine Dembélé, cadre du département. Une action qui se donne pour objectif de stimuler les autres élèves à cultiver le goût du travail bien fait. Cette cérémonie a eu lieu le week-end dernier à Doropo. C'est ce que nous rapporte Herman Yamia. Ils sont 26 élèves ayant obtenu le baccalauréat pour la session 2023 au Collège moderne de Doropo qui viennent d'être primés. Ils ont reçu des kits composés, entre autres, des diplômes d'honneur, de paquets de rames, de cartons de stylos et un soutien financier. Des ordinateurs portables de dernière génération ont également été remis aux majors des séries A2 et D. Vraiment, je suis fière de moi, fière d'être la première de la promotion ALD. J'encourage tous mes camarades au travail car seul le travail paye. Les cadres et élus ont offert pour leur part à l'administration du collège un ordinateur, une imprimante et des cartons de rames pour améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des élèves et des enseignants. Cette journée de récompense des bacheliers est à l'initiative du directeur des affaires financières du ministère du Commerce et de l'Industrie. Notre motivation principale, c'est de s'inscrire dans l'élan tracé par le président de la République, son excellent Alassane Ouattara. Les bacheliers de la promotion Abdoulaye Lamine Dembélé du Collège moderne de Doropo ont réalisé 66,67% du taux de réussite en série A2 et 26,08% pour la série D. Ce collège a été classé premier dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouna pour l'année scolaire 2022-2023. Le principal de l'établissement, Kwasi Kofi Deni, a profité de l'occasion pour soulever une préoccupation. Son établissement, a-t-il indiqué, a besoin en urgence de 18 agents, dont 4 enseignants de français, 3 enseignants de mathématiques, un enseignant d'allemand, un adjoint au chef d'établissement, un inspecteur d'orientation, 4 éducateurs et un informaticien. Tout autre chose à présent, le rôle des chefs religieux dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit être effectif, d'où l'intérêt d'un séminaire national organisé à Yamoussoukro sur la question. L'initiative est du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Une structure de la CEDEAO, ses guides religieux, imams, prêtres et pasteurs ont été sensibilisés sur ces questions. Tanguy. Trafic de drogue, corruption, fraude, évasion fiscale, piratage, prévalence de l'extrémisme violent, la Côte d'Ivoire est sous pression, selon des observateurs. Sur tous ces fronts, le pays, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, organise la riposte. C'est dans ce cadre qu'une 50aine de leaders religieux ont été sensibilisés à Yamoussoukro sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Chaque religion prône une seule chose, l'amour, et également le bien-être, le bien-vivre de tous et de chacun. Et donc, si nous allons sur cette base, personne n'a un argument aussi solide pour s'appuyer sur une religion pour pouvoir commettre des actes de terrorisme. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous les imams, nous voulons vraiment avoir des outils, aller sur le terrain et dire à la communauté que nous n'avons rien à voir avec ces actions terroristes. Pendant ces 2 jours de séminaire, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, veut apprendre aux leaders religieux l'utilisation de leur influence et de leur leadership pour endiguer la prévalence du terrorisme. Soyez attentifs à vos communautés, repérez les signes de radicalisation et aidez ceux qui peuvent être vulnérables à se sentir inclus et compris en cultivant la tolérance, la paix et l'acceptation et non la haine et l'intolérance. Comme ils savent que la religion, c'est un sujet très sensible, ils utilisent la religion pour atteindre leur objectif. Donc, sensibiliser les leaders, les guides religieux, les leaders religieux, est extrêmement important dans ce combat. Selon le représentant du ministre de l'Intérieur, la Côte d'Ivoire s'est armée d'un outil qu'on appelle la machette pédagogique. Celle-ci consiste à collaborer avec les chefs religieux locaux pour garder un œil sur des radicalisations possibles dans la population et mener des campagnes de promotion sur la religion et le pacifisme.
Un reportage de Dangui à Bouaké. L'International Christian Students Fellowship, ICF, a fait une décennie d'existence, une célébration à travers un concert qui marque un moment de reconnaissance pour les bienfaits de l'Éternel pour cette communauté chrétienne. Célébrez votre manifestation, c'est le thème retenu pour ces festivités. Reportage signé Kader Sogodogo. Chants et louanges à la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour la célébration des 10 ans de sacerdoce de l'International Christian Student Fellowship, ICSF, à Bouaké, une organisation chrétienne bilingue qui fait la promotion du leadership, de la langue anglaise et de l'entrepreneuriat. À travers un concert empreint d'émotion et de grâce pour les participants, ce moment revêt une attention particulière. Je retiens que c'est un moment très édifiant que nous avons passé ici en la présence de Dieu et je suis très contente d'avoir participé. Prendre part à ce genre de moment-là, ça nous montre comment la solidarité, l'amour du prochain est important dans la vie de chaque jour. Ces activités sont placées sous le signe de la reconnaissance à travers le thème « Célébrez votre manifestation ». À chaque fois que Dieu fait quelque chose pour nous, ce qu'on peut faire pour lui dire merci, c'est de lui retourner la gloire. Et l'une des manières de retourner la gloire à Dieu, c'est au travers des louanges. Nous avons vécu des épreuves, mais nous avons tenu jusque-là. Et aujourd'hui, nous sommes partout dans le monde entier. Nous avons commencé en tant qu'étudiants au niveau du campus. Le Seigneur nous a inspirés par le biais de nos pères cette vision qui consiste à faire sortir des personnes moindres, le géant qui sommeille en eux par le canal de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien et nous sommes venus en tout cas témoigner notre reconnaissance à l'Éternel par ce concert. En 10 ans d'existence, l'International Christian Student Fellowship dispose d'une fondation qui œuvre pour le bien-être des personnes vulnérables, précisément dans le milieu carcéral et les enfants en situation de rue. Un reportage de Kader Sogodogo place à présent au magazine de ce dimanche. La nouvelle équipe gouvernementale est connue. Le premier conseil des ministres s'est tenu. Plusieurs ministres de l'équipe sortante reconduits. De nouveaux visages font également leur entrée. Pour quelle contribution attendue? Les objectifs assignés par le chef de l'État au gouvernement, Robert Begré-Mambé, sont clairs. Poursuivre et consolider les performances que la Côte d'Ivoire a enregistrées en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et d'amélioration des infrastructures. Avec notre invité, le professeur Simplicio Dion, philosophe politique, analyste, eh bien, nous regarderons au choix à porter sur ces hommes, ceux qui sont restés, mais aussi ceux qui sont partis. Mais avant, suivons ensemble, professeur, cet élément du service politique de RTI1 qui nous renseigne sur des aspects en rapport avec cette actualité. 30 ministres et 2 ministres délégués, dont 6 femmes pour cette nouvelle équipe gouvernementale orchestrée par Robert Begré-Mambé. La nouvelle ossature gouvernementale fait bouger les lignes au niveau des personnalités qui siègent au Conseil des ministres. Le Premier ministre voit son portefeuille élargi avec le sport et la gestion du cadre de vie. 4 ministres font leur entrée au gouvernement. Il s'agit de l'ancien directeur du Trésor Jacques Assaoré-Conan, désormais ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ibrahim Khalil Konaté, président du conseil d'administration de la SODEMIC, devient ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, un nouveau ministère. Otabona Ouattara quitte le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour occuper le poste de ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le diplomate Adjé Silas Metch, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, est le nouveau ministre délégué en charge du sport et du cadre de vie. 5 ministres sortent du gouvernement. Kwadio Konan-Bertin de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Dans Opola des Sports, Jean-Luc Assis de l'Environnement, quand Epiphane Zoros s'installe à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Kandia Kamisoko Kamara, elle prend les rênes du Sénat. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora est désormais dirigé par Kakou Wadjaléon. On note quelques réajustements au niveau de certains ministères. La ministre Kabanyale du Plan du Développement récupère l'économie, quand Adama Koulibaly garde les finances en plus du budget. Moussa Sanogo, ministre du portefeuille de l'État, est désormais en charge du patrimoine de l'État et des entreprises publiques, quand la ministre Belmonde Dogo de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'occupe également de la cohésion nationale. Comme dans l'ancienne équipe gouvernementale, 3 ministres d'État, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui aura également la charge des productions vivrières, et enfin la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, promue ministre d'État. Alors, un élément proposé par Alexis Ouedraogo du service politique de la rédaction de RTI1. Professeur, tout de suite, cet élément, que retenir justement de l'ossature de ce nouveau gouvernement qui, Alexis l'a rappelé, offre 6 places aux femmes?
L'ossature n'a pas fondamentalement changé. On s'est rendu compte que Mme Camara passe au Sénat. La comptabilité nous montre qu'il y a une place en moins. Pour un défenseur de la parité comme moi, on pourrait dire qu'on n'a pas vraiment bougé. Mais lorsqu'on regarde la consistance des portefeuilles et les responsabilités que le chef de l'État confie aux femmes dans ce gouvernement, on peut déjà se satisfaire. Et la parité est un processus, on est dans une dimension processuelle et espérons qu'avec le temps, le travail fait par ces femmes à qui le président de la République renouvelle sa confiance pourra permettre donc aux autres femmes de valeur de ce pays d'entrer dans le gouvernement pour accroître le nombre de femmes. Alors, professeur, bien avant la formation de ce nouveau gouvernement, on a assisté à la nomination, à l'élection de cadres du gouvernement, à des postes importants. J'ai nommé M. Gilbert Kafana-Koné comme haut représentant du chef de l'État, M. Ali Koulibaly comme grand chancelier, l'ex-ministre des Affaires étrangères Kandia Camara élu président du Sénat et Pifan Zoro à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Alors, plusieurs membres de l'ancien gouvernement appelés à des fonctions tout aussi importantes. Quels enseignements doit-on tirer de ces mouvements ? L'enseignement important, c'est de comprendre que nous sommes en politique. On fait un remaniement pour réorganiser, pour ajuster, pour réajuster. Mais le point important que je note dans ce qui vient d'être fait pour moi, c'est que le chef de l'État nous rappelle à son magistère. Et c'est important de le noter. Il nous rappelle qu'il est le maître du jeu. Il nous rappelle que c'est lui qui a les cartes en main, qu'il les distribue en fonction de l'horizon qu'il vise. Il est ce qu'on appelle en politique le maître des horloges. Le maître des horloges. Il est le maître des horloges parce que c'est celui qui éclaire l'horizon. C'est celui qui rappelle les valeurs. C'est celui qui dit ce qui est important, ce qui est urgent. C'est celui qui montre la direction parce que c'est lui qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire et c'est lui qui doit rendre compte. Sur cette base, il nous rappelle que c'est lui qui donne l'ordre, qui définit l'ordre, et c'est lui qui principalement détient le calendrier. Quand il constate qu'on peut placer telle personne à tel niveau pour faire tel travail, c'est lui qui apprécie parce que c'est lui qui a la carte des talents. Je crois que ce qu'il vient de faire, c'est de rappeler à chacun qu'il n'a pas perdu de vue le cap et qu'il veut y arriver avec efficacité en redisposant les êtres et les choses. Alors, professeur, toutes ces nominations, élections d'anciens membres du gouvernement à des postes aussi élevés, laissaient clairement entrevoir que les postes qu'ils occupaient seraient tout de suite donc occupés par de nouveaux visages ou inféodés à d'autres ministères, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Tout participe de la réorganisation. Tout participe de la vision stratégique. Gérer un État, c'est du management stratégique. C'est lui qui a la vision. C'est lui qui sait où il va. Et c'est lui qui forme l'équipe nécessaire pour y aller en gérant les talents, en gérant les capacités et les compétences des uns et des autres. Et c'est normal que certains, après avoir servi, passent à une étape supérieure. Et c'est normal que d'autres, qui étaient dans l'ombre ou dans l'antichambre, fassent leur entrée, qu'ils soient à la lumière pour montrer de quoi ils sont capables. Alors, des départs de grands noms du gouvernement qui ont tout de suite, on peut le dire, ouvert la voie au jeu des pronostics quant de la formation du nouveau gouvernement, y compris de celui du choix du Premier ministre. Vous êtes-vous laissé aller à ce jeu des pronostics comme bon nombre d'Ivoiriens? Je fais rarement ce genre de jeu parce que j'ai une certaine vision du leadership qui fait que le leader est dans l'imprévisibilité. C'est lui qui a la vision. C'est lui qui observe. Il n'a pas la même manière de voir que nous et il est à la fois dans la hauteur et dans la profondeur. Nous sommes souvent au niveau superficiel. Oui, on dira personne n'a vu Begré Mambé venir. Mais c'est normal qu'on n'ait pas vu Begré Mambé venir. Parce que des Begré Mambé, autour du chef de l'État, je suppose qu'il y en a beaucoup. C'est lui qui détermine le calendrier, je viens de le dire. C'est lui qui sait à quel moment il a besoin de telle personne pour avancer. C'est lui qui sait à quel moment il doit placer telle personne à un autre niveau pour donner plus d'efficacité à l'action globale. Donc pour moi, la surprise, non. Begré Mambé n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Il a un historique. On ne montre pas l'éléphant du doigt. Donc Begré Mambé, quand on le voit, on n'a pas à dire pourquoi Begré Mambé. C'est un haut cadre de ce pays. C'est un collaborateur très proche du chef de l'État. Et à un moment ou à un autre, le chef de l'État décide
de où il a besoin de vous et de comment il veut que vous travailliez. Alors regardons à présent de plus près ce nouveau gouvernement, des nouveaux visages qui ont donc été présentés dans l'élément qui a précédé. À titre de rappel, Kakou Wadja Léon Adom en remplacement de Kandia Camara qui sera assisté par un ministre délégué chargé de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, Ouattara Ouattara, l'entrée de Jacques Assaouré Conan, environnement et transition écologique, Ibrahim Khalid Konaté, transition numérique et digitalisation, Hadji Silas, ministre délégué en charge du sport et du cadre de vie, des ministres qui voudront assurer ou certainement faire la preuve de leurs compétences. Mais c'est ce qu'on attend d'eux. Et quand le chef de l'État vous fait passer de l'ombre, pour ainsi dire, à la lumière, c'est parce qu'il croit en vous et c'est parce qu'il pense que vous pouvez passer à une étape où vous pouvez vous mettre, avec vos compétences et vos qualités intrinsèques, au service de vos concitoyens. Ce sera donc à eux de prouver, mais je ne doute pas qu'ils se rendent compte que ce n'est pas seulement une nomination, ce n'est pas seulement une fonction, c'est une charge, c'est même une dignité, la dignité de se mettre au service de son pays. Alors, professeur, qui dit nouveau gouvernement dit forcément départ de certains ministres. En dehors de ceux cités plus haut, on note le départ de Claude Daopolin, donc anciennement en charge des sports depuis juillet 2018 et qui cède son fauteuil au nouveau chef du gouvernement, Begré Mambé, qui nous rappelions à l'instant sera assisté d'un ministre délégué. Nous avons également Kouadio Conan Bertin dit Kakabé et Jean-Luc Assis en charge de l'environnement et du développement durable qui ne font plus partie de l'équipe. Selon votre regard d'analyse politique, quelles pourraient être les raisons qui ont fini par avoir raison de ces personnalités ? Alors, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est de dire merci à ceux qui s'en vont, avant d'accueillir ceux qui viennent. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sortent du gouvernement, il faut déjà reconnaître qu'ils ont fait leur part dans le continuum de la construction nationale. Ils ont servi, ils ont rendu service à leur pays. Pour le ministre Kakabé et pour le ministre Assis, peut-être le chef de l'État s'est-il rendu compte qu'il fallait passer à une autre étape. Peut-être qu'il n'y avait plus de pertinence à maintenir les choses dans l'État. Peut-être. Pour le ministre Daopolin, sans doute, y a-t-il eu la faute. La faute des BMP. La faute des BMP. Pas l'erreur, la faute des BMP. Vous imaginez bien tout le choc émotionnel que cela a pu créer au niveau des populations ivoiriennes. Vous imaginez davantage au niveau du chef de l'État ce que cela a pu provoquer à son niveau. Surtout qu'il s'agit du stade Alassane Ouattara. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir un événement important comme la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que très tôt, quand on gère un État, il y a la culpabilité, il y a la responsabilité. Le principe de subsidiarité, qui fait que vous confiez des tâches à vos collaborateurs d'un niveau inférieur, ça ne vous exonère pas de la responsabilité. Les coupables ont été trouvés, mais il fallait aussi que les responsables soient aussi sanctionnés. Et il me semble, je peux me tromper, que le responsable, c'est celui qui répond d'eux. Donc, quand le coupable a été trouvé, il faut aussi que l'on montre que le responsable, lui aussi, doit être monté du doigt. Celui qui répond d'eux, je vais rebondir sur ces mots. Alors, une nouvelle équipe gouvernementale qui compte 3 ministres d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, la ministre de la Fonction publique, Anne Désiré Ouloto, des portefeuilles tout aussi sensibles pour la bonne marche de la nation confiée. Est-ce qu'on pourrait parler d'as des as ? On pourrait le dire ainsi. Moi, je considère que ce sont les artilleurs du système du chef de l'État. Il n'y a pas de système sans des piliers. Il n'y a pas de système sans des hommes forts. Sans des lieutenants fidèles, il n'y a pas de système il n'y a pas de combat sans artilleurs. Ce sont les artilleurs, ce sont les fidèles du chef de l'État. Ils font leur travail, ils l'ont bien fait, et le président pense qu'ils peuvent continuer là où ils sont pour rendre son travail plus efficace. Alors, professeur, la majeure partie des membres du gouvernement ont été reconduits, la plupart des membres du gouvernement, ceci est la preuve de la confiance que continue de leur témoigner le chef de l'État. Il l'a d'ailleurs appelé au Conseil des ministres. C'est normal. Doivent-ils redoubler d'ardeur au travail ? Mais c'est ça le danger de la confiance. Quand quelqu'un vous renouvelle sa confiance, ça veut dire aussi qu'il attend davantage de vous. Et donc, on attend d'eux qu'ils fassent plus, qu'ils fassent mieux, parce que c'est là-bas qu'il les attend. Et professeur Dion, le nouveau Premier ministre, Robert Begré Mambé et son gouvernement, est-ce qu'on peut le dire ? Ils sautent les 2 pieds dans l'arène. Parce que le travail à venir est important, la tâche est lourde. La tâche est lourde. Grande mission les attend. D'autant plus lourde qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas n'importe quel pays. D'autant plus lourde aussi parce qu'ils sont au service d'un monsieur qui est très exigeant, qui s'appelle le président de la République Alassane Ouattara. Donc il y a cette double pression qui fait qu'il faut qu'ils aillent vite. Parce que je crois qu'il leur a dit qu'il faut qu'ils accélèrent.
accélérer, c'est pas se reposer. Effectivement, c'est faire davantage. consolider les acquis et accélérer le développement économique de la Côte d'Ivoire, ce sont les consignes que leur donne le chef de l'État. Et ces consignes sont très claires et c'est à eux de se mettre au travail. On terminera juste par cette petite interrogation. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, leur a demandé également de faire preuve d'humilité, de proximité avec les populations afin de mieux les servir. Il est important de le rappeler, n'est-ce pas? C'est fondamental de le rappeler. Vous savez, dans la mythologie grecque, gréco-romaine, que j'aime bien, il y a ce qu'on appelle la chaise de l'oubli. C'est une chaise, quand vous vous asseyez dans cette chaise, vous oubliez tout, jusqu'au souvenir de vous-même. Le pouvoir, c'est comme la chaise de l'oubli. Donc le chef de l'État est en train de leur dire, quand je vous donne une parcelle du pouvoir que le peuple m'a donné, il ne faut pas vous oublier, mais il ne faut pas oublier le peuple qui vous a soutenu jusqu'à aujourd'hui, et le peuple pour lequel vous devez travailler. Donc il faut rappeler constamment aux uns et aux autres l'humilité. Dans humilité, il y a oumis, vous êtes à terre et les gens voient ce que vous faites, mais ne pas vous placer à une hauteur où vous pensez que vous ne devez rien à personne. Il leur dit, vous devez tout aux Ivoiriens et il faut vous mettre à leur service. Et c'est sur ces mots que se referment les pages de ce magazine. Madame, Monsieur, on pourrait assurément passer plus d'une heure à cet exercice, tant il y a de choses à dire. Pour notre part, nous nous arrêterons ici. Merci de nous avoir suivis. Nous recevions à l'instant le professeur Simplice Dion, philosophe, politique, analyste, pour un décryptage de la nouvelle équipe gouvernementale et ses missions. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.